Brigitte Lahaie pour son livre 50 nuances de bonheur aux éditions Fayard. Bonjour. Bonjour tous. Bonjour. Est-ce que vous êtes heureuse? Moi, ça va très bien, oui. Paraît-il que lorsqu'on posait cette question au général de Gaulle, on lui disait « Est-ce que vous êtes heureux, mon général ?» Il répondait « Vous me prenez pour un con ?» Oh, parce qu'il n'était pas heureux. Non, enfin, parce faut dire qu'il... que diriger la France, ça ne doit pas rendre heureux. Hein. Non, moi j'interprète ça comme une... à ses yeux, le bonheur serait une marque de bêtise. C'est-à-dire que j'interprète ça comme on ne peut pas être heureux. L'homme ne peut pas être heureux. Voilà comment je l'interprète, c'est pascalien. C'est-à-dire qu'on ne peut pas être heureux. Ah oui, bon. Notre condition humaine nous interdit le bonheur. C'est comme ça. Non mais c'est formidable, c'est un vrai thème. Non mais j'interprète ça Pascal, comme ça. vous n'avez pas lu mon livre. Mais si, au contraire, alors, j'ai lu. Vous voyez bien que je dis le contraire. Franchement, il est d'une grande sagesse, votre livre. Et parmi les choses vraiment peut-être la plus sage que j'ai lue, c'est celle-ci. Ma première leçon de sagesse fut de me rendre compte qu'il fallait accepter ce qui nous arrive, puis de se contenter de ce qu'on a. Notre pouvoir sur les événements est assez restreint. Alors, bien sûr, ce que vous dites, je le partage, mais vous êtes quand même bénie des dieux, vous. Quand vous naissez, vous êtes belle, vous êtes intelligente, vous avez de l'énergie, c'est des choses qui sont positives dans votre vie. Oui, mais enfin, vous savez pas ce que j'ai traversé. J'ai quand même traversé l'opprobre pendant des années. J'ai quand même été dans des périodes où je ne savais même pas comment gagner ma vie. J'ai traversé des épreuves. J'ai eu ma maison qui a brûlé. J'ai vécu le divorce. J'ai vécu des trucs difficiles. Et ça ne m'a pas empêché, même dans ces moments-là, de savourer, par exemple, un rayon de soleil. Prendre une coupe de champagne. Tiens, je vais vous raconter une anecdote. J'avais fait une chute de cheval, j'avais les 2 poignets fracturés, donc plâtrés. Vous pouvez rien faire avec vos mains, ce qui montre bien que c'est nos mains qui nous rendent humains. Ma coupe de champagne le soir, ça fait partie de mes petits plaisirs de la vie. J'ai trouvé sur Internet un truc qui ouvre les bouteilles de champagne sans ses mains. Donc on peut toujours en faire quelque chose des moments difficiles, quoi. Bon, en tout cas, ce livre, effectivement, est un bonheur. 50 nuances de bonheur. Et effectivement, vous parliez de ces difficultés que vous avez rencontrées. Vous écrivez, lorsque j'ai arrêté ma carrière dans le porno, j'allais franchement mal. J'étais tombé dans une addiction de sexe, au sexe, et de nombreux amants me permettaient de ne pas sombrer. La sexualité, contrairement à ce qu'on pourrait croire, elle peut avoir un effet thérapeutique. Moi, je travaille énormément sur les abus durant l'enfance parce que je trouve que c'est la chose la plus horrible qui peut arriver à quelqu'un, et je crois qu'on est tous d'accord. Et si vous saviez le nombre de femmes, même d'hommes, qui vont aller en club libertin pour aller mieux, donc il faut aussi voir dans la sexualité une part de nous qui peut à ce moment-là s'exprimer, parce qu'en fait tout se passe par le ressenti du corps. Et quand le corps fonctionne bien, quand on est bien avec ses émotions et avec ce qu'on ressent, eh bien, les pensées, les croyances ont moins d'importance. Et à ce moment-là, on peut profiter de chaque instant. Mais comment on sait si on va bien ou pas ? En ressentant. Mais comment on ressent si on ne ressent pas ? C'est un travail. Ça demande un effort pour être heureux. Si on ressent rien. Quand même, vous ressentez quand même un peu tous quelque chose. Oui, évidemment, mais vous comprenez bien. Face à un cas particulier. Vous connaissez bien. Mais pas du tout. C'est la première intelligence artificielle. Quand il se coupe la main, il a pas mal. Non, mais d'ailleurs, c'est intéressant parce qu'il y a ce fameux film de Sautet. Sautet était comme ça, il ne ressentait rien. Et dans le film qui s'appelle Un cœur en hiver, qui dit tout son nom, je crois que c'est à un moment Daniel Auteuil qui dit à Emmanuel Béard, mais vous me parlez d'un monde auquel je n'ai pas accès, je n'ai pas d'émotion, je ne ressens rien, etc. D'où ma question. C'est une forme de protection de rien ressentir. C'était la question que je posais. Oui, mais il y a ne pas ressentir ses émotions, et puis il y a ne pas ressentir ce que le corps nous dit. Et je suis désolée, le corps parle. Quand vous êtes stressé, vous sentez bien que vous respirez pas de la même manière. Quand vous êtes en colère, vous sentez bien que vous devenez tout rouge. Enfin, je veux dire, le corps ne ment jamais. Donc, lorsque le corps déclenche quelque chose, fût-ce une maladie... Ça nous dit quelque chose. Il n'y a pas de hasard, selon vous. Selon moi et selon pas mal de monde, quand même. Hein. Chaque jour, accordez-vous un tout petit plaisir. Nous avons tous 24 heures par jour. Si vous décidez de vous accorder chaque jour 5 minutes juste pour vous, vous découvrirez qu'il est possible de se faire du bien sans se culpabiliser. Oui, c'est vrai. La culpabilité, il faut toujours faire les choses qu'on doit faire, comme si on n'avait pas le droit de s'accorder juste du temps pour soi, quoi.
Mais c'est vrai que la culpabilité, il y a beaucoup de gens qui sont parfois nés coupables, se sentent coupables et font des choses. De moins en moins, hein. On sent les enfants un peu plus rois qu'il y a 50 ans. Hein. Parce qu'on essaye de les déculpabiliser par rapport à ce qu'on a reçu de cet héritage judéo-chrétien. Très bien, mais il ne faut pas tomber dans l'excès inverse, évidemment, parce que la frustration fait partie quand même de la nécessité, parce que c'est l'effort aussi qui nous permet d'apprécier ce qu'on a. D'apprécier le bonheur. Oui. Alors, je disais que c'est un livre très, très intéressant et que vous êtes aussi une femme de votre temps. C'est-à-dire que les jeunes de 20 ou 25 ans n'écriraient pas ce que vous écrivez vous. Et moi, je me reconnais complètement dans ce que vous dites, puisqu'on est quasiment de la même génération. Quand vous écrivez croire que tout serait génétique est une manière de refuser de se prendre en main, on est au cœur de la manière dont nous, on a souvent été élevés, et de toi le ciel t'aidera, et cette jeune génération, on a parfois le sentiment qu'elle exclut complètement sa responsabilité sur la vie qu'elle a. Ou c'est les parents qui se sont mal conduits, ou c'est parce qu'ils n'ont pas eu de chance, ou c'est parce qu'il y a eu ceci, cela, toujours des causes externes. Voilà, toujours des causes externes. Et ça me paraît très frappant, à la fois dans notre génération, et puis à la fois dans une génération nouvelle. On est dans une société très victimaire. On a plutôt intérêt à sortir un livre où on est victime qu'un livre où on est... ça cartonne en ce moment. On est bien. Hein. Moi, je reçois que des livres de femmes, par exemple, qui ont subi des viols ou des choses comme ça. Et quelque part, bien sûr, qu'à un moment donné, on est victime d'un événement. Mais après, qu'est-ce qu'on en fait ? Si on veut être heureux, il faut prendre ses responsabilités en main et en faire quelque chose de positif. Mais alors, rester victime. Pour faire le parallèle avec ce qui se passe aujourd'hui sur toutes ces femmes... une perche, là. Toutes ces femmes qui ont pris la parole, qui prennent la parole en l'espèce sur l'affaire Bruel. Vous avez un regard, un avis sur cette séquence qui Je travaille tous les jours sur les questions de sexualité, de sentiments, d'amour. Donc évidemment que j'ai un avis. Je pense qu'on peut se sentir abusé en tant que femme parce qu'on va vers un homme qui peut-être nous attire parce qu'il a beaucoup d'argent ou qu'il est célèbre ou je ne sais quoi, et on attend quelque chose, on se prend qu'un coup de et on se sent abusé, et c'est un ressenti qui est tout à fait compréhensible, et ça montre que c'est pas un mec bien, parce que c'est un mec qui n'a pas respecté l'autre, qu'il a utilisé en tant qu'objet et non pas en tant que sujet. Donc tout ça, on peut comprendre. Maintenant, c'est à la justice de voir la vérité de l'un, la vérité de l'autre. Et quelle est la vérité ? Surtout avec tout ce que les médias sont en train de parler à tort et à travers. Moi, encore une fois, je n'ai pas à juger qui que ce soit. Je dis juste que un ressenti, c'est un ressenti. Est-ce que c'est la vérité ? C'est la vérité d'une personne. C'est tout le problème. Et c'est tout le problème de ces questions de sexualité. Tout à l'heure, lorsqu'on a parlé de Bruel et de Flavie Flament, j'ai rappelé qu'en 91, il avait déjà 31 ans et que Flavie Flament en avait 16. Et Elisabeth Assayeg a dit tout de suite, oui, il y a un problème déjà. Alors il y a une différence d'âge, mais moi je vais essayer de me réfugier derrière la loi. La majorité sexuelle, c'est 15 ans. Donc on considère aujourd'hui en France, en tout cas, qu'à 15 ans, on est capable d'être responsable de sa sexualité. Moi, je ne sais pas, imaginons que je laisse mon sac avec des liasses de billets de 500 €, j'en ai pas, donc ça risque pas, et que y a quelqu'un qui prend mon sac. J'ai une responsabilité quand même dans l'histoire d'avoir été volée par cette personne. J'aurais pas dû laisser mon sac. Voilà, c'est juste ce que je veux dire. Mais encore une fois, peut-être, en effet, qu'il s'est conduit comme un goujat. J'en sais rien. Et peut-être qu'il a. Et n'oublions pas comme un goujat, c'est pas répréhensible. Mais violeur, c'est répréhensible. Violeur, oui. Mais n'oublions pas. La même chose, attendez, n'oublions pas. Elle me déteste, donc elle me détestera un petit peu plus. Mais n'oublions pas que Flavie Flament a subi en amont des choses incontestables et terribles, et qu'obligatoirement, elle est encore plus sensible sur quelque chose qui ne serait pas ce qu'elle a besoin de ressentir avec un homme, et que donc peut-être qu'elle s'est vraiment sentie violée. Mais moi, encore une fois, je ne vais pas parler à la place de la justice. Je ne savais pas qu'il y avait un contentieux parce que j'ai dit à une époque qu'on pouvait jouir lors d'un viol. Alors aujourd'hui, tout le monde reconnaît que c'est vrai, mais à l'époque, ça tombait. Non, mais il y a quelque chose de choquant choquant dans cette phrase. Il y a quelque chose de choquant. Mais excusez-moi, j'ai eu tellement de courriers de femmes et d'hommes qui m'ont dit « Je n'avais jamais osé en parler à mon thérapeute, merci, grâce à vous.
vous, je sens bien que je ne suis absolument pas coupable, que je suis contente de l'avoir dit. Et puis tant pis, j'en ai payé le prix. Elisabeth Assayag, effectivement... C'est surprenant, mais vous avez le droit de le penser, de le dire. Il n'y a pas de... Et on parle d'un livre vraiment intéressant, 50 nuances de bonheur aux éditions Fayard. Et on va revenir sur ce que vous disiez sur le corps, parce que ça nous intéresse évidemment, le corps. Les gens intelligents, capables de faire de grandes études, ne sont pas plus heureux que les simples d'esprit. Seul le langage du corps est infaillible. Faut-il encore être apte à ressentir et à interpréter correctement ces messages? Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure. C'est la question, vous vous êtes tous moqués de moi. Comment on ressent si on ne ressent pas, ou comment on sait ce qu'on doit ressentir, etc. C'est une question importante. Ça vous est déjà arrivé d'avoir le trac? Oui. Bon, vous ressentez bien que dans le corps, il y a quelque chose qui se passe. Ça vous est déjà arrivé de pleurer? Oui. Bon, vous voyez bien qu'à un moment donné... J'avais 3 ans, 4 ans, je crois, la dernière fois. Il est un peu alexithymique, Non, mais alors, par exemple, je vais vous dire quelque chose, et je ne suis pas le seul. Moi, je pleure au cinéma. Je pleure jamais dans la vie. Comment on explique ça? Au cinéma, la représentation, la fiction... C'est très clair, je vais vous faire une petite thérapie rapide. Ça m'intéresse. Vous avez eu l'injonction qu'un garçon, ça ne pleure pas. Mais au cinéma, il fait noir, personne ne vous voit, vous pouvez vous laisser aller. Et c'est pas vous directement qui pleurez, c'est l'émotion que vous avez en regardant le film. Mais vous, s'il y a une femme qui vous fait du chagrin, vous n'allez pas pleurer parce que vous avez cette injonction de Mais il n'y a pas de femme qui me fait du chagrin. Alors, ça n'existe pas. Bon, grâce aux neurosciences, nous savons à présent que la perception qu'a notre cerveau de l'état de notre corps vient de signaux envoyés par nos organes internes. Et il y a tout un chapitre qui est assez intéressant. Par exemple, vous dites la peur impacte les reins. Voilà pourquoi, face à une peur extrême, on peut se faire pipi dessus. Et plus tard, vous dites la tristesse est en lien direct avec les poumons. Trop de chagrin qui ne s'élimine pas peut provoquer des difficultés respiratoires. Ah oui. C'est assez intéressant tout ce chapitre-là. Merci. Mais non, les gens ne le savent pas forcément. Que dites-vous Non, mais il essaye de faire une blague, mais vous savez, il n'est pas très bon là-dessus, donc il va réessayer. Elliot qu'on parlait récemment. Voilà. De ses poumons? Non, de vos poumons. Enfin, la colère épuise le foie. Il est en surchauffe, donc chaque sentiment est lié, dites-vous, à un organe. Chaque émotion est liée à un organe. Et l'estomac, par exemple, c'est quoi? Alors, l'estomac, pas spécialement, mais la joie, c'est le cœur, évidemment. Oui. Si je vous dis l'estomac, c'est que, souvenez-vous de Bernard Tapie, il avait dit le stress que j'ai vécu dans ma carrière, bien sûr, et notamment les attaques que j'ai pu avoir, le stress, etc. C'est le pire ça ennemi. A provoqué, au fond de moi, évidemment, le cancer. Lui, il le lit. Et notamment, parce qu'il en a eu plusieurs, si je ne m'abuse, et il lie ça à l'activité, le stress qu'il a pu avoir, et notamment les combats judiciaires qu'il a dû mener. Le stress est le pire ennemi du système immunitaire, absolument. Et comme le cancer, normalement, nos cellules détruisent les cellules cancéreuses qu'on a tous et tous les jours. Donc normalement, il faut éviter le stress. Comment vous les... C'est trop compliqué d'éviter le stress, à moins de s'isoler dans une ferme. Mais alors, il y en a qui sont... Il faut respirer, il faut quand on se sent... Non, il y a des natures. Regardez, là, on est. Bon, moi, je connais bien Gauthier. Il n'est pas soumis au stress. C'est pas quelque chose qu'il a. Je connais moins Elisabeth, j'ai moins travaillé avec elle. Je peux imaginer qu'elle est plus inquiète. Tout à l'heure, il y avait son fils qui, pour la première fois, prenait le bus, disait-elle. Eh bien, elle avait son portable et... C'est normal. Bien sûr que c'est normal. Ça prouve que c'est une bonne maman. Mais bien sûr. C'est gentil. Olivier Guénec, je le mets pas dans les grands stressés non plus. Je peux me tromper. Il a pas l'air. Le matin, Elliot Deval non plus. C'est des gens qui sont plutôt bien dans leur basket, si j'ose dire. Non, mais être stressé, c'est pas être mal dans ses baskets. Beaucoup plus que Gauthier. Ouais, je le sens quand même plus stressé, plus inquiet, plus... Exactement. Voilà, moins... Je suis sous tension. Oui. Je canalise tout ça. Ouais. Ah oui, il est plus stressé, Elliot. Oui, mais c'est vrai. Donc il y a aussi des natures à stress. Oui, bien sûr, mais il y a des natures à stress. Mais comment on combat alors? Si on est stressé, comment on fait? Alors, faut pas faire un job de stress? C'est quoi la solution? C'est la respiration. Il y a que la respiration. La seule action qu'on a sur son corps, c'est la respiration. C'est la seule action. Mais oui, mais alors expliquez-nous comment on respire. On prend le temps de respirer un peu plus calmement, voilà. Et puis on fait. Mais vous avez raison. Moi, je sais que quand je suis très stressée, je me mets à la fenêtre. Oui. Je regarde par-dessus, je regarde dehors.
et je respire lentement. Non, ici, non mais là, à Europe 1, il y a des belles fenêtres, on a des vues très jolies. Bien sûr. Je respire 2-3 minutes comme si je me recentrais. C'est une très bonne méthode. Et après, absolument. la journée se poursuit. Voilà, c'est une très bonne méthode. à- Et l'humour, c'est très bien pour être heureux. Ah, moi, Oui, Il a que ça, parce qu'il n'y a pas le physique. nous Donc, Les méchants. Non, mais il dit que ça. Franchement, rien c'est que ça. méchant. écoutez, Nous c'est pensons sincère. à tort que la sexualité est naturelle. Je ne sais pas si on pense ça. Si se reproduire ne demande rien d'autre qu'une goutte de sperme et un ovule, faire l'amour est une toute autre aventure. La sexualité humaine dépend de 2 critères essentiels, la culture et le cognitif. Expliquez-nous cela. Alors, ça veut dire que la sexualité, c'est quelque chose qui s'apprend, c'est-à-dire la manière dont on va envisager le sexe, ça s'apprend à la fois parce qu'on est dans une culture baignée de certaines croyances et certaines idées, et puis le cognitif, c'est-à-dire que la manière dont on va démarrer nos premiers émois quand on est enfant, Freud a parlé de l'enfant qui est polymorphe, on va avoir des parties de son corps qui vont être plus ou moins érogènes, etc., etc. Et nos premiers émois, et c'est pour ça que les abus sexuels sur enfants sont si terribles, parce que c'est une effraction d'une violence insupportable, et obligatoirement leur sexualité est impactée ensuite. Mais on va apprendre, il y a des enfants qui vont avoir la chance d'être bien élevés dans une famille où on va respecter leur corps, il y a des enfants qui vont être totalement avec l'injonction que le sexe c'est sale, et tout ça va faire que cognitivement on va être ouvert ou pas à la sexualité.